entretient des très très bons rapports avec toutes les confessions religieuses. J'ai suivi le point de presse du cardinal Laurent Mosengo, qui a voulu parler des libertés religieuses. Je regrette. Voilà. S'il y a un pays où les libertés religieuses sont garanties, en fait, je ne sais pas si on peut en citer 3-4 sans avoir cité la RDC. Nous sommes le seul pays où apparemment il y a plus d'églises qu'il y a de kiosques ou qu'il y a de boîtes de nuit. Et les gens prient parfois sans respecter les normes, parce que vous savez, la liberté religieuse n'enfreint pas aux libertés individuelles. Lorsque vous avez des veillées partout, même à la Belle Étoile, il n'y a pas de salle, vous criez, les gens ne dorment pas à gauche, mais nous tolérons tout cela. C'est pour vous dire que les libertés religieuses sont garanties. L'État congolais entretient des très bons rapports avec l'Église catholique et avec le Saint-Siège. Mais c'est vrai que depuis un certain temps, il y a une sorte d'activisme au sein de l'Église catholique. Tout à l'heure, quand j'ai félicité des évêques, j'ai félicité des prêtres. Donc ça veut dire qu'il y a une frange de l'Église catholique qui, à un certain moment, se confond pratiquement à l'opposition et qui veut faire de la politique. Mais nous aurons demandé, parce que ça me met... Moi, je suis un chrétien pratiquant. Même si je ne suis plus catholique, j'ai du mal à pouvoir porter atteinte à un prélat, à porter atteinte à un évêque. Mais il faudrait qu'on nous aide en faisant la part de choses lorsqu'on fait la politique et lorsqu'on engage l'Église. Parce que, je n'ai cessé de le dire, l'Église doit être au milieu du village. Au sein de l'Église catholique, il y a des chrétiens qui sont de la majorité présidentielle. Il y a des chrétiens qui sont de l'opposition. Et il y a des chrétiens qui font partie de la société civile. Lorsque l'Église commence à prendre des positions partisanes, elle met en difficulté les fidèles catholiques qui, j'en connais plusieurs, qui ont refusé d'aller à l'église le dimanche, tout simplement parce que aller à l'église rimait avec la marche. Lorsque Monseigneur Mosengo parle des libertés religieuses, lorsqu'il dit qu'on a attaqué des gens qui avaient des chapelets, qui avaient des bibles, mais nous avons eu l'information. Cette information n'a été donnée ni par un prêtre, ni par un évêque, mais l'information ni par les laïcs, comment les appelle encore, comité laïque. Mais c'était les leaders de l'opposition radicale, le RASOP LMT, dans toutes les réunions qui se sont tenues, le 28, le 29, le 30, le mot d'ordre a été donné. Il ne faut pas arborer les effigies de vos partis politiques. Pas des drapeaux de vos partis politiques. Il faut vous munir de la Bible, d'un habit de Mama Maria ou d'un chapelet. Ça a été dit dans des réunions politiques loin des paroisses, loin des églises catholiques. Est-ce que à ce moment-là, lorsque nous savons que les soutanes ont été données, lorsque nous savons que des centaines de chapelets ont été distribués, voulez-vous que l'État reste silencieux et laisse ces brigands qui ont arboré les signes de l'Église pour qu'ils aillent dans la rue et qu'ils pillent? Il était de notre devoir de pouvoir protéger l'État, de pouvoir protéger la population, de pouvoir protéger les biens de la population. En tout cas, il y a une autre préoccupation. Parmi les premières personnalités à réagir après la marche du 31 décembre, vous et le secrétaire général adjoint de la majorité présidentielle, je cite le professeur Joseph Kokonyangui, vous avez directement mis en garde et l'opposition et l'Église catholique qui, selon vous, étaient incapables d'abord, de mobiliser la population congolaise. Vous classez ça, par exemple, dans une catégorie politique. Et ce n'est pas un ras-le-bol d'un peuple, bien sûr, exprimé en comité laïque, exprimé par des religieux, d'une année décrétée depuis le discours du chef de l'État en 2016, 2017, année du social. Deux premiers ministres se sont succédés, l'année du social, peut-être le peuple n'a rien vu. Et ce n'est pas ce ras-le-bol exprimé par les comités laïcs, quand même, des catholiques, monsieur le ministre. Ah, peut-être que c'est le ras-le-bol du comité laïque, mais pas du peuple. C'est très important. Lorsque le peuple en a marre, il se déplace dans les rues,
comme le 16 février 1992. Ah voilà. Mais lorsque le peuple se rend compte que nous, les politiciens, nous de la majorité et ceux de l'opposition, finalement, les débats que nous faisons, c'est autour des postes et des intérêts personnels. Le peuple préfère regarder et au moment opportun, le peuple sait juger chacun de nous. Et n'oubliez pas qu'en 1992, à ce moment-là, le peuple est allé dans la rue parce que le mandat de Mobutu était fini et que devant, il n'y avait aucune date pour les élections. Alors que le contexte a totalement changé. Parce que là, nous avons une date pour les élections. Laissez-moi rentrer, parce que je ne dois pas fuir la question que vous avez posée. Est-ce le ras-le-bol par rapport au social du peuple congolais? J'aimerais demander au peuple de pouvoir faire l'analyse de ce qui se passe en République démocratique du Congo de manière comparative. Parce qu'on a l'impression qu'on est un pays isolé du monde. Nous sommes dans un concert des nations où nous venons de connaître une crise économique mondiale et la RDC étant un pays minier par excellence, où nous avons eu une crise minière assez importante. Lorsque vous regardez les pays autour de nous, vous allez vous rendre compte que l'Angola dont on parle tant, a connu une crise financière sans pareil, avec une dévaluation importante de sa monnaie. La Zambie, je me rappelle que le président zambien a dû faire même le recours à Dieu. Parce qu'une journée spéciale de prière a été organisée pour demander à Dieu d'arrêter l'inflation de la monnaie. Et le président Lungu, je me rappelle, était entré dans l'église, main dans la main, avec l'opposant historique à ce moment-là, je pense que c'était Satan. Ils sont entrés main dans la main. L'Afrique du Sud, le rand qui se changeait à 6 rands pour $1 américain, est allé jusqu'à 15-16. Aujourd'hui, il est à 12,5. Donc ça veut dire que la situation n'a pas été très facile. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, nous avons connu une inflation très importante au milieu de l'année. C'était fin juin et au courant du mois de juillet, où le taux d'inflation a même dépassé le taux d'inflation fin période. Vous savez que quand on a eu à voter le budget 2016, le taux d'échange était à 1420 et on prévoyait un taux de change fin période de 1640. Nous avons dépassé les 1700 au mois de juillet. Donc, si la situation était restée en tant que telle, au moment où nous parlons, nous serons à plus de 2000-2200. Nous avons le problème de la paix sociale. C'est très important. Le président de la République, il a dit certes que cette année, c'était l'année d'abord des élections, puis l'année du social. Après la SENCO, après l'accord de la Saint-Sylvestre, il était question qu'un gouvernement d'union nationale soit mis en œuvre très rapidement. Vous savez combien de mois on a attendu? 5. 5 mois pour mettre en œuvre l'accord de la Saint-Sylvestre. Et si je dis 5 mois, c'est parce que le président de la République, son excellence Joseph Kabila Kabange, a dû prendre ses responsabilités en tant que garant de la nation. Parce qu'au sein du RASOP, ils étaient divisés tous les jours et en fin de compte, il y a eu cette liste de 5 noms qui a été donnée et au mois d'avril, le président de la République a nommé le Premier ministre et nous avons dû continuer. Donc nous avons, sans la paix, sans la cohésion nationale, avec cette inflation, ça n'a pas été très facile de pouvoir mener des actions de grande envergure au niveau du social, mais attention, nous ne cessons de le dire, parce que le social, c'est lorsque le salaire peut être payé à la fin du mois. C'est très important, parce que nous avons des pays environnants où les travailleurs ou les fonctionnaires ont 3-4 mois d'impaiement. Ah non, monsieur le ministre, nous parlons de la RDC. Cette situation, je dis, nous devons nous prendre dans le concert des nations. Nous ne vivons pas comme un électron libre. Lorsque, malgré les conditions difficiles, le gouvernement décide que la priorité, le salaire. On n'a jamais touché au salaire et que ce salaire est payé chaque mois. C'est déjà un premier pas. Deuxième pas, c'est la stabilisation des prix.
C'est vrai qu'on n'a pas ajouté le salaire. On n'a pas augmenté le salaire. C'est que le panier de la ménagère ne s'est pas agrandi. Mais dans le même temps, on a tenu à ce qu'il n'y ait pas une dépréciation importante ou une inflation importante par rapport au prix des denrées de première nécessité. S'il y a eu changement, c'est entre 3 et 5% de changement. Cela a permis de maintenir le panier de la ménagère. Quant à faire le bilan, pour vous, 2017 a été vraiment une année du social? Non, c'est difficile de le dire que ça a été une année du social uniquement. Nous avons amorcé certaines actions sociales. Nous avons essayé de maintenir ce qui était bien. Et nous avons essayé d'amorcer certaines nouvelles actions qui ont été menées à travers le pays. Mais il y a encore beaucoup à faire. Voilà. Et n'oubliez pas que nous sommes sur un volet assez compliqué. Les élections sont budgétivores. Et les élections ont été financées totalement, je dis bien totalement sur fonds propres. Deuxièmement, les ennemis de la RDC, les ennemis de la paix. Comme chaque fois que nous voulons aller vers les élections, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas qu'il y ait ces élections, ces ennemis de la paix nous ont amené une guerre que nous ne voulions pas dans le Kasaï, avec le phénomène Kamwina-Sapo. Lorsque vous avez une guerre, tout s'arrête. Parce que vous ne pouvez pas continuer à laisser une partie de la population sous l'emprise des forces incontrôlées. Surtout lorsque ces forces tuent et pillent. Vous comprenez qu'avec de tels événements, dans un contexte de crise économique, il est très difficile de pouvoir mener des très grandes actions de portée sociale parce que la paix a un prix, la paix est obligatoire, la paix est impérative et les élections sont nécessaires. Je dis bien nécessaires. Mais il arrivera un temps, terminons ce cycle électoral, nous devons nous reposer la question. Les élections, la démocratie, c'est l'art de pouvoir gouverner pour rapprocher le peuple de ses administrés. D'autres disent prévoir. De son administration plutôt. La démocratie voudrait qu'on améliore la gouvernance pour le bien-être de la population. Et je dois vous dire sincèrement que si nous voulons le bien-être de cette population par les élections, les premières élections qui sont les plus importantes sont les élections locales et municipales. Parce qu'à ce moment-là, nous allons nous choisir nos chefs de quartier, nous allons nous choisir nos bourgmestres, nous allons nous choisir nos chefs de chefferie qui sont appelés à gouverner tout près de nous. Mais aujourd'hui, la question fondamentale, nous avons eu les élections en 2006. Nous avons eu les élections en 2011. Nous aurons des élections en 2018. Avons-nous résolu le problème de la gouvernance? Ou bien c'est par plaisir, par imitation, par effet singe des démocraties occidentales que nous devons aussi changer des dirigeants tous les 5 ans, même si rien ne change? Je pense que le cardinal qui a parlé, j'aurais aimé l'entendre qu'il voulait que nous allions vers le changement de la Constitution afin que nous ayons une Constitution qui garantisse l'égalité des provinces sur le plan économique. Un peu comme l'Allemagne, un peu comme la Chine. Nous devons aller vers cela. Nous avons autant de richesses. Il faut qu'il y ait une équité dans la répartition des richesses. C'est là que moi je m'insurge en faux. Je regrette, je n'ai même pas parlé des problèmes, mais Monseigneur Mosengo a fait une déclaration qui appelle commentaire. Parce qu'il introduit sa conférence de presse en disant qu'on a réprimé avec violence les chrétiens qui sont descendus pour revendiquer la mise en œuvre intégrale de l'accord de la Saint-Sylvestre qui a été violé. Une première contre-vérité. Je regrette. Comment l'Église catholique pouvait attendre le 31 décembre, jour supposé de l'expiration
de cet accord pour revendiquer son application. Si l'accord a été violé, au moment où l'accord a été violé, est-ce qu'on a vu le comité laïque de coordination? Est-ce qu'on a vu les évêques dire à la population, l'accord vient d'être violé, nous voulons que vous alliez dans la rue? Non, ils ont attendu la date butoir. Là, ce n'est plus pour revendiquer l'application. On va appliquer quoi? Il y aurait un autre agenda caché. Mais on nous a dit qu'il y avait le plan B. Et lorsque moi je dis, je mets cette marche demandée par l'Église catholique, je la mets en relation avec la déclaration du RASOP, Félix Tshisekedi, qui dit qu'à partir du 31 décembre, le mandat de Kabila est fini, nous passons à une transition sans Kabila, qui est anticonstitutionnelle. Lorsque l'Église attend aussi la dernière date pour revendiquer, j'ai l'impression qu'il faut être aveugle pour comprendre ou pour voir ce qui est en train de se passer. Même les borgnes auront discerné très clairement que c'est le même agenda entre le RASOP, Limité, et l'Église catholique. En tout cas, je reviens vers vous, Dr Félix Kabange-Numbi, membre du bureau politique de la majorité présidentielle. En deuxième partie, avec la vision de la RDC à la politique gouvernementale, en perspective, bien sûr, une année électorale. Il y a encore l'enrôlement, bien sûr, des Congolais de l'étranger. Il y a cette question des machines à voter qui ne met pas tous les Congolais, tous les acteurs politiques d'accord. C'est en deuxième partie. Il est 19h30. Vous qui nous suivez à l'est du pays, je cite Kiavinyonge, c'est dans le nord Kivu, 18h30 à Matadi. Merci de nous rester fidèles. Je vous rappelle les principaux titres qui font la une. C'est mercredi. Reprise du procès des hommes et femmes présumés avoir opéré sous les labels de Kamana Sampou dans la ville-province de Kinshasa, c'est mercredi 3 janvier. Le président du tribunal s'est référé à la loi qui lui confère l'utilisation ou non des médias dans un procès pénal. Une remise de la cause a été adoptée pour une semaine pour que chaque accusé sache son sort. Réaction du gouvernement après la marche du 31 décembre 2017. Le gouvernement félicite la police pour la rigueur dans la gestion de cette date et le peuple congolais pour sa maturité à ne pas se laisser manipuler par les opposants en mal des positionnements. Selon les porte-parole du gouvernement Lambert Mende, qui était face à la presse ce mercredi, le bilan est de 5 morts et ces personnes n'ont rien à voir avec les événements du 31 décembre. Marche 31 décembre toujours, la police a évité les pires. Déclaration du commandant de la police de la ville de Kinshasa sur les 5 morts énumérés par les autorités. L'on note cependant 2 pillards qui seraient tués par des vigiles qui assuraient la sécurité d'une chambre froide. Vous suivrez les propos du colonel Pierrot Mwanamputu, porte-parole de la police nationale, à la grande édition de 19h. C'est tout à l'heure. Et puis en province, direction le Nord Kivu, où une séance de concertation a eu lieu ce mercredi entre le gouvernement provincial ainsi que les députés provinciaux en vue de la convocation d'une session extraordinaire qui aura pour objet l'introduction de la gouvernance électronique dans la législation provinciale. Nous sommes au Nord Kivu. Merci de nous rester fidèles. Chers amis, notre invité Félix Kabange-Numbi, membre du bureau politique de la majorité présidentielle, il est ministre de l'aménagement du territoire et rénovation des villes. Perspective en 2018, c'est vous tous qui les dites, à commencer par le numéro 1 de votre famille politique, disons également le numéro 1 du pays, le président Joseph Kabila. 2018, année du social, bien sûr, avec ses contraintes de la CENI. L'enrôlement, monsieur le ministre, n'a toujours pas pris fin. Et avec encore cette clause de l'enrôlement des Congolais de l'étranger. Parlez-nous vrai, est-ce qu'il y aura élection en 2018, en cette année? Merci beaucoup, c'est une question intéressante. Moi, je vous réponds par les propos de la CENI, parce que c'est la CENI qui est l'organe attitré pour organiser les élections. La CENI nous a dit qu'il y aura élection le 23 décembre 2018, les élections présidentielles, législatives au niveau national, ainsi que les provinciales. Donc, moi, je considère qu'il y aura élection, surtout que mon gouvernement, le gouvernement dans lequel je suis, est en train de financer et a prévu une enveloppe conséquente pour 2018. Voilà pourquoi, de notre côté, ou du côté de ceux qui veulent justement qu'il y ait élection, nous sommes en train de nous préparer. Mais c'est vrai,
L'enrôlement est en train de se terminer parce que les derniers bureaux de vote au Kasaï sont en train de fermer. Les derniers bureaux de vote sont en train de fermer. Et si cela se passe correctement, d'ici avril, nous aurons le fichier consolidé, audité. Parce qu'il y a un certain nombre d'étapes qui vont suivre maintenant. Et ce sont les étapes les plus importantes. Et j'ai beaucoup aimé lorsque j'ai entendu le président Corneille Nangaa nous expliquer les étapes qui vont suivre, parce qu'après la consolidation de toutes les données, on va procéder au toilettage en cherchant d'abord à évacuer tout ce qu'il y a comme doublons, les doublons de nom. Ces doublons de nom, une fois qu'on les a identifiés, il faut aller à la phase visuelle, où on doit vérifier, parce que Kabange Numbi, c'est un nom commun. On peut avoir 50 ou 1000 Kabange Numbi, parce que chez moi, en tout cas, il y a beaucoup de Kabange Numbi. Ce n'est pas parce qu'on va trouver Francis Kabange Numbi, on en trouve 10, que c'est la même personne. On doit aller au visuel pour voir si c'est la même personne. Après, il y a un logiciel que la CENI a acheté, qui va procéder à une identification des visuels en ce qui concerne le visage. Parce que je peux me faire enrôler 5 fois. C'est le même visage, ce sont les mêmes empreintes. Donc on procédera d'abord aux empreintes, ensuite au visage. Et le visage, on va aller très loin, parce que le logiciel que la CENI a, il y a eu certains politiciens qui se sont plaints que dans certaines contrées, on a eu à enrôler des enfants de 12 ans, de 13 ans. Il y a un logiciel que la CENI a, qui permet d'identifier ou à partir du visage, de pouvoir donner l'âge approximatif de la personne. Donc tout cela va être fait. Après, il y a des logiciels qui vont justement fidéliser et protéger ce fichier. Une fois que ce fichier est consolidé et audité, à ce moment-là, les autres étapes vont devoir suivre. Au risque que le fichier audité, consolidé, ait encore d'autres contradictions du côté de l'opposition. On sent que c'est vous, du côté de l'AMP, vous êtes très d'accord avec la CENI, tout ce qui est fait, mais l'opposition regarde la CENI un peu de loin et qui continue à réclamer que d'après l'accord du 31 décembre, cette CENI devait être changée, renouvelée. Non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Il appartient à chaque composante de se prononcer. Je pense qu'à une ou deux fois, vous avez vu qu'il y a eu certains animateurs de la CENI qui ont été remplacés. Lorsque la majorité dit que Norbert Bassengezi, qui est de la majorité, doit partir, nous nous réunissons. Ça revient à la majorité présidentielle. Mais attention, nous devons le convaincre qu'il puisse démissionner. Parce qu'il y a une loi. Nous sommes dans un état de droit. Lorsqu'on fait des lois, il n'y a aucune personne qui a le droit d'aller dire au président Nangaa, d'aller dire à tel, nous te remplaçons aujourd'hui. La personne doit démissionner. On doit suivre ce que dit la loi. Il faut peut-être reposer la question autrement. La majorité n'a toujours pas été totalement d'accord avec la CENI. Il y a aussi des débats importants. Mais sauf que nous sommes pour les élections. Et lorsque nous voyons que ce que la CENI propose va nous amener aux élections, nous n'avons pas à faire trop de débats. Nous n'avons pas à faire trop de débats, nous y allons. Aujourd'hui, vous avez évoqué le problème de la machine électronique. La machine a voté plutôt. Qui ne met pas d'accord. La machine a voté. Je voudrais vous dire que je suis parmi les premières personnes qui n'étaient pas d'accord avec la machine à voter. Parce que j'ai cru que c'était un vote électronique. Lorsque j'ai vu le président Corneille Nangaa expliquer le fonctionnement de cette machine, pour avoir été acteur des élections en République démocratique du Congo, en 2006 et en 2011, j'ai fait un simple constat. Nous avons des génies à la CENI qui ont compris les difficultés que nous avons eues et qui les ont traduites en une machine qui facilite le vote. Il ne s'agit pas du vote électronique, parce qu'il ne faudrait pas que les gens aillent mentir à la population que la machine à voter, c'est un vote électronique. Un vote électronique, c'est un vote qui se passe par ordinateur. Vous arrivez, il y a des machines, vous pointez votre candidat et les données restent au niveau virtuel. Mais ici, c'est une machine qui, vous arrivez avec un bulletin de vote qui est vierge. Ce bulletin de vote vous pèse 6 grammes, contrairement au bulletin de vote de la Tchango de 36 pages qui vous pèse 330 grammes. Vous avez un bulletin vierge. Sur l'écran, vous pouvez choisir votre candidat. Une fois que vous l'avez choisi, vous introduisez votre bulletin, vous avez coché votre candidat, le bulletin ressort et vous voyez que c'est votre candidat qui est là et vous placez dans l'urne.
On a posé des problèmes que non, tout le monde ne sait pas utiliser l'ordinateur. Tout le monde ne saura pas manipuler cette machine à voter. Voilà. Mais attention, lorsque, moi j'ai été candidat, lorsque vous avez une circonscription qui a beaucoup de gens, qui a beaucoup de candidats, sur les bulletins de vote, prenez les bulletins de vote de la CENI, même votre propre figure, votre propre visage, vous aurez du mal à le reconnaître. Sur un grand bulletin. Et ce que nous faisons tous, c'est quoi? Et vous avez vu, les gens faisaient campagne avec le numéro. Parce qu'on peut retrouver le numéro. Mais les illettrés là, ils ne savent ni lire ni écrire, n'est-ce pas? Devant un bulletin de vote de 36 pages, comment ils se comportent? Et c'est facile pour un écran aussi tactile, monsieur le ministre. La difficulté est la même pour l'écran tactile que pour le bulletin de 36 pages, pour quelqu'un qui ne sait ni lire ni écrire. Comment est-ce que tu vas chercher ton candidat qui est le candidat numéro 1230 à la Tchangou? Qu'est-ce qui se faisait? Soit tu te fais accompagner de quelqu'un, soit il y a des témoins, soit il y a des observateurs qui vous accompagnent et qui vous aident. Maintenant, avec la machine à voter, c'est même plus facile parce que quand on va sur la page où il y a les quelques photos, une fois qu'on a tapé le numéro de votre candidat, vous pouvez voir et vous pouvez reconnaître le visage de votre candidat et dire c'est celui-ci. Et on va cocher. Donc, ça présente plus d'avantages que d'inconvénients. Il y a plus d'avantages. Troisième avantage, il y en a beaucoup. Vous avez parlé des Congolais de l'étranger. De l'étranger. C'est une épine qui est dans notre pied. D'ailleurs. C'est une épine. Parce que la loi vient d'être votée, je ne pense pas que ces dispositions n'ont pas été changées. Nous savons quand est-ce qu'on commence cet enrôlement des Congolais de l'étranger. Mais est-ce que nous saurons terminer cet enrôlement dans le temps qui nous a été donné? Point d'interrogation. Pourquoi? Parce que nous ne savons pas comment se comporteront nos compatriotes de l'autre bout du monde. Mais aussi la complexité. Les Congolais de l'étranger ne sont pas tous recensés. Donc il y aura un travail de recensement, puis un problème de déplacement, parce qu'on ne saura pas amener des centres d'enrôlement partout à travers le monde. Donc il y a risque qu'on dépasse ce délai et que cet enrôlement se termine un peu plus tard. Si cet enrôlement se terminait un peu plus tard, le temps, parce qu'on ne peut sortir les listes électorales qu'après avoir terminé avec les Congolais de l'étranger, et particulièrement par rapport au candidat président, parce que le candidat président de la République, sa circonscription, c'est toute la RDC, et c'est pratiquement l'ensemble du territoire national. Non, même en international, parce que ces Congolais de l'étranger vont voter le président de la République. Même si on terminait un peu tardivement, il ne va pas se poser beaucoup de questions. Pourquoi? Parce que même si les listes des candidatures sont finalisées une semaine avant le vote, il est facile de pouvoir insérer ces listes dans tous les ordinateurs à travers le monde, à travers la RDC, et même à travers le monde. Mais dans le cas contraire, il faudrait qu'on aille imprimer les bulletins de vote, qu'on transporte les bulletins de vote, et ce sont des centaines, des milliers de tonnes qu'il faut dispatcher à travers la République. Mais avec justement la machine à voter, on n'aura plus à transporter toutes ces tonnes. Le poids est diminué largement, parce qu'aujourd'hui, si vous parlez avec le président Nanga, on vous parlera des centaines d'avions qu'il faut pour déployer tous ces bulletins de vote. Donc tout cela n'aura pas lieu, et ça a un impact très positif sur le budget des élections. Si aujourd'hui le président Corneille Nanga dit qu'il a besoin d'1 milliard, 20 millions de dollars américains pour organiser les différents scrutins, avec la machine à voter, nous pouvons épargner 311 millions de dollars. Et les 311 millions de dollars peuvent aider, pendant qu'on finance les élections, on peut aussi faire des actions sociales pour que la vie sociale de la population puisse changer. Et avant de nous quitter, M. Félix Kabange-Numbi, je rappelle que vous êtes ministre dans ces pays, membre du bureau politique de l'AMP. On vous accuse avec la loi électorale d'avoir créé une démocratie bourgeoise en RDC, avec cette affaire des cautions
par individu et non par liste, comme c'était le cas dans l'ancienne loi. Avec cette question aussi des quotas, le seuil qu'un parti ou une plateforme doit avoir pour avoir des députés à siéger à l'Assemblée nationale. Que dites-vous? Tout ce que je peux dire, c'est que si on continue avec le système actuel, je regrette, aux prochaines élections, pas celles-ci, aux prochaines élections, nous nous retrouverons avec 3000 partis politiques. C'est ça le risque. Nous devons savoir qu'en réalité, on doit avoir un seuil. Ce n'est pas n'importe qui crée son parti politique. Il y a des partis politiques tiroirs. D'ailleurs, j'aimerais dire que si on devait respecter la loi portant fonctionnement des partis politiques, beaucoup de partis politiques devaient être fermés, devaient être dissous déjà. Ça se va. Parce qu'il y a beaucoup de partis qui n'ont pas un caractère national. Alors, si on pense qu'on a la possibilité d'être élu dans son terroir et qu'automatiquement on devient chef de parti politique, je pense que notre pays ne se développera pas. Nous avons besoin d'une démocratie. Et la démocratie suppose aussi que quand nous élisons nos députés, à un certain moment, cette majorité doit savoir mener sa politique. Parce qu'aujourd'hui, on a une majorité à multiples vitesses. Je regrette. Comment est-ce que nous pouvons avoir un Parlement avec autant de partis qui n'ont qu'un seul député? Ça vous dérange? Ou c'est ce que les autres disent, vous ne voulez pas l'émergence des petits partis parce que petit oiseau deviendra grand quand même? Non, 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 non. Nous sommes dans un système de majorité. Vous savez, sous d'autres cieux, on vous parlera de la droite, on vous parlera de la gauche, et il y a 4, 5 autres partis. Mais chez nous, même quand nous parlons majorité présidentielle, mais les partis qui sont au Parlement, nous en avons peut-être 66 ou 70, et la majorité elle-même aujourd'hui, nous sommes autour de 400 ou 500 partis. Comment est-ce que nous allons parler réellement de la refondation de la RDC? Comment allons-nous, parce que les grandes décisions pour changer ce pays ne sont pas des décisions populaires. Ce sont des décisions impopulaires. Et le Parlement doit s'assumer. Mais comment est-ce que le Parlement pourra s'assumer si chaque personne parlera au nom de son terroir et qu'on ne saura pas mettre les gens ensemble? Donc nous avons besoin de pouvoir promouvoir des grands ensembles. Mais cela ne signifie pas qu'on est en train de bloquer aux autres partis de fonctionner. Quand vous vous dites que vous êtes un parti national, on vous demande d'avoir 1%. C'est comme ceux qui se présentent comme candidats président de la République. Parce que nous parlons des perspectives d'avenir. Voilà. Et lorsque nous parlons de perspectives au sein de l'opposition radicale, du RASOP, je peux vous dire que quand ils vont se convaincre qu'il y aura élection, ce sera la fin du RASOP. Parce que tout le monde est candidat. Tout le monde est candidat. Parce qu'en fait, chez nous, à la majorité, chacun va apporter sa pierre à l'édifice. Mais au niveau du RASOP, mais avec les élections, votre question, la tabou des dauphins, qui demeure, perdure toujours. Mais est-ce que c'est une question? Ça ne vous dérange pas? L'élection, c'est en décembre, c'est dans quelques mois, monsieur le ministre. Mais le candidat, ce sera un candidat de la majorité présidentielle. Ce n'est pas que Kabange est candidat comme ça se fait. Aujourd'hui, nous sommes au RASOP, là où tout le monde, ils sont ensemble et chacun est candidat président de la République. Mais c'est comme si ils avaient eux-mêmes les germes de leur destruction. La majorité présidentielle, à vous entendre parler, c'est comme si vous avez l'assurance de remporter ces élections. Vous avez un autre discours à dire. Parce qu'il nous allons remporter ces élections. Nous sommes prêts. Nous allons le défendre. Nous sommes prêts pour ces élections. Nous sommes prêts, nous allons gagner les élections. Il n'y a pas de dauphin. Le candidat de la majorité présidentielle sera connu quand nous ferons le congrès de la majorité qui interviendra au moment opportun. Et au moment opportun, nous allons nous réunir et nous désignerons notre candidat aux élections présidentielles qui sera soutenu par tous les partis de la majorité. Donc aujourd'hui, nous ne pouvons pas aller sur les questions qui peuvent diviser. Nous allons sur les questions de stratégie commune au travers de la centrale électorale. On n'a pas eu beaucoup de temps de parler de vous, même en quelques secondes, M. Félix Kabange, ministre de l'aménagement du territoire, rénovation des villes. Vous sentez-vous à l'aise dans cette peau où Félix Kabange mise plus dans les gouvernements à venir, député national, ministrable, premier ministrable, ou plus, M. Félix Kabange?
Moi, je me sens très à l'aise. Je me sens très à l'aise où je suis parce que, je dois vous le dire, Mathieu, si un ministre vous dit qu'il n'est pas content du poste qu'on lui a donné, je pense qu'il a la latitude de pouvoir démissionner. Voilà. Il y a 80 millions de Congolais. Et moi, depuis le 28 avril 2012, le président de la République m'a fait confiance en me donnant un poste ministériel. Et j'ai été reconduit en changeant de ministère. Je pense que ce qui compte, c'est la confiance que le chef a en moi. Même si demain, je me retrouve ministre chargé de l'assainissement des toilettes publiques, je me dirais, je le ferai, parce que je me dirais qu'en assainissant les toilettes publiques, peut-être que je peux résoudre les problèmes des épidémies et des maladies d'un main sale. Donc la confiance du chef vaut plus que n'importe quelle autre chose. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, c'est par la grâce de Dieu que je suis ministre. Donc il ne m'appartient pas de choisir où je dois être. Là où on me met, je dois servir loyalement mon pays. Je me sens compétent partout où on me mettra. Ça, c'est pour répondre au cardinal Mosengo. Et je vais terminer par là, parce que j'ai eu très mal quand le cardinal dit que c'est le temps où les médiocres doivent partir. C'est mieux qu'ils nous disent qui est médiocre. C'est très important qu'ils nous disent qui est médiocre et qui doit partir. Parce que c'est une accusation très grave. Il dit, le temps de la vérité est arrivé parce qu'on a vécu dans un mensonge systémique. Mais dans son propre discours, il y a beaucoup de contre-vérités. Qu'on ne nous pousse pas à aller dire des choses contre le prélat catholique. J'ai beaucoup de respect pour les prélats, alors qu'ils nous laissent la politique et qu'ils fassent leur travail au niveau de l'Église. Parce qu'à un moment donné, parce qu'ils tiennent des discours politiques, nous serons obligés de venir et de parler. Nous avons beaucoup de choses à dire. C'est par respect au prélat, par le respect à mon Dieu, parce que ce sont des ministres de Dieu que je me tais. Mais moi je dis qu'il n'y a pas de mensonge systémique. Nous sommes en train de gérer le pays dans la vérité. Il y a des hommes intègres au gouvernement et dans les institutions. C'est très grave qu'un cardinal puisse dire que c'est considérer la classe politique dirigeante de médiocres. Et que c'est peut-être chez eux qu'il y a les meilleurs. Je pense que c'est une parole qui doit être retirée. C'est très important pour permettre une paix sociale à travers la République démocratique du Congo. En tout cas, j'espère que vous avez été édifiés. Vous qui êtes des milliers en train de suivre Télé 50, merci à vous, Dr Félix Kabange-Numbi, je rappelle, membre du bureau politique de l'AMP, ministre de l'Aménagement et Territoire et Rénovation des villes en RDC. Vraiment, merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Une occasion de vous remercier, vous et certains de vos collègues ministres qui répondent aux invitations de la presse, donc des journalistes. Les médias doivent venir vers vous pour vous poser des questions. Nous avons besoin d'éclaircissement pour la population. C'est de votre devoir, de notre devoir, d'éclairer, bien sûr, la population congolaise. Merci déjà au ministre Mouchobekwa qui répond sans problème, ministre Lambert Mende, le ministre Kokonyangi, le ministre Chadari de l'Intérieur, le ministre Bahati Lukwebo et vous, ministre Félix Kabange. Vraiment sincèrement, merci. Merci. Merci de nous rester fidèles. Kinshasa Direct, c'est la première partie. Nous sommes ensemble jusqu'à 21h, heure de Kinshasa. Je vous rappelle la formule. Info à chaque heure, à toute heure. Ne nous quittez pas.